Okay, so good afternoon, everyone, and welcome back to those. Très bien, alors bon après-midi tout le monde et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois de la journée. La séance d'aujourd'hui sera sur la santé respiratoire des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. C'est la 6e journée de notre conférence sur les maladies neuromusculaires. Avant de vous présenter nos conférenciers, je vais vous dire que sur votre écran, vous verrez une icône interprétation. Alors, vous pouvez cliquer sur cette icône et choisir la langue de votre choix, soit l'anglais ou le français, ce qui vous permettra d'entendre la conférence dans cette langue. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue francophone qui va vous expliquer la même chose en français. Merci, Amira. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette 6e journée du colloque des maladies neuromusculaires. Merci de vous être inscrit à la présentation d'aujourd'hui portant sur la santé respiratoire des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Alors, donc, je voulais vous informer que cette conférence est disponible dans les 2 langues, tant en anglais qu'en français. Alors, pour choisir votre langue de préférence, là, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton en bas de l'écran en forme de globe terrestre. C'est le bouton d'interprétation et vous pourrez choisir la langue désirée. Donc, sur ce, bonne présentation à tous. Thank you very much, Veronique. So today we have Merci beaucoup, Véronique. Aujourd'hui, nous allons avoir la Dr. Janice Rickman-Heisenstadt qui travaille au département de médecine, division de médecine pulmonaire à Edmonton. Elle travaille à l'Université de l'Alberta. Elle et ses collègues se penchent sur les maladies neuromusculaires chez les adultes en Amérique du Nord. Elle travaille également avec une équipe multidisciplinaire pour les cliniques sur le spina bifida, les maladies respiratoires et plusieurs autres. Le Dr. Richman est un bon soutien pour notre association. Alors, je la remercie d'être venue partager avec nous aujourd'hui. Alors, je vais la laisser prendre l'écran. Elle va nous parler de santé respiratoire, tout, etc. Hi, can you hear me now? Bonjour, vous m'entendez maintenant? Ah oui, allez-y. Merci, Amira. Merci à Dystrophie musculaire Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est-à-dire les maladies respiratoires chez les patients souffrant de maladies neuromusculaires. Et je vais prendre une perspective réadaptation, médecine de réadaptation, et l'idée, c'est de ne pas simplement de m'adresser à quelques-uns d'entre vous, mais à tout le monde. Donc, je vais commencer très facilement. Qu'est-ce que fait notre système respiratoire? On respire, on expire, en gros. Mais lorsqu'on a une maladie neuromusculaire, cela peut avoir un effet sur une variété de muscles qui vont nuire à notre capacité d'inspirer, d'expirer, de tousser. Et ça peut en arriver à un point où, on fait du multitâche parce que lorsque nous parlons, nous inspirons en même temps et nous parlons aussi. Le système respiratoire, les muscles normaux sont importants pour notre capacité à manger, mastiquer, à avaler, envoyer la nourriture à l'estomac. Et de préférence, à ne pas envoyer ça dans les voies respiratoires supérieures. On veut pouvoir se moucher pour libérer nos sinus, nos narines, être capable de sentir. Et les sécrétions, où est-ce qu'elles viennent de la bouche, elles viennent trop de salive, ou du nez, ou elles viennent des poumons, soit parce qu'on n'est pas capable de respirer à fond et de faire déplacer ces sécrétions et les sortir, ou parce qu'on a un autre problème pulmonaire qui vient nuire à notre capacité de gérer ces sécrétions ou qui génère trop de sécrétions. Et ce qui est surtout très important, on a la capacité de tousser, on est capable de prendre une bonne grande inspiration, bloquer notre diaphragme, mais forcer l'air à sortir et tousser.
Est-ce qu'on a la capacité de gérer les infections pour pouvoir inspirer, expirer normalement quand on a un bon système immunitaire, un bon système qui fonctionne correctement au niveau de la poitrine, on peut se débarrasser des germes et des infections. Mais on sait ce qu'il faut être capable de faire. Ce n'est pas être capable simplement de respirer pendant la journée et d'être capable de parler ou de se déplacer ou de travailler, de s'amuser. On dort également, on respire également, pardon, quand on dort. Et au cours de la nuit, il est possible parfois qu'on se réveille et qu'on pense qu'on respire correctement. Mais si ça vous arrive, si vous êtes réveillé, vous êtes éveillé. Mais quand vous dormez, il y a différentes phases au sommeil et on arrive à un sommeil très profond où tous les muscles se relaxent, sous le diaphragme, qui est le muscle le plus important au niveau respiratoire, et relaxe. Si nous avons fonctionnement normal des muscles, des nerfs et tout, eh bien, on entre et on sort des différentes phases du sommeil avec une oxygénation adéquate, la capacité de se débarrasser du monoxyde de carbone et on se réveille prédispo. Mais quand les muscles sont faibles ou quand ils se fatiguent facilement, on perd cette capacité à entrer et sortir des différentes phases de sommeil. Et on commence à accumuler les problèmes. On n'inspire pas, on n'expire pas correctement. On ne réussit pas à se débarrasser du dioxyde de carbone. On est plus fatigué quand on se réveille et tout. Et ça, tranquillement, lentement, ça s'accumule. Et vous allez dire, non, je n'ai pas de problème respiratoire. Mais on veut regarder le niveau de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui est la mesure la plus précise, pour voir ce qui se passe. Et chez les adultes, on peut faire également d'autres études, mais il faut vraiment faire une étude détaillée pour voir ce qui se passe quand vous respirez, ce qui se passe réellement. Et lorsque je vois des gens, je veux savoir comment ils vivent. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration, de la déglutition? Comment êtes-vous capable d'avaler, de respirer, de déglutir, de vous moucher? Et je les écoute parler, je regarde la tête, le cou, le nez, je regarde l'arrière de la gorge. Êtes-vous capable de déplacer vos lèvres, votre langue? Avez-vous des problèmes, des signes d'accumulation de sécrétion? Parce que votre maladie neuromusculaire peut avoir un impact sur différents muscles, même sur votre cœur. Et le cœur et les poumons, ça fonctionne de pair. Alors, on va regarder vos fonctions au niveau de vos mains. Avez-vous une force au niveau des mains? Êtes-vous capable de faire certains des exercices? Êtes-vous capable de mettre vos verres? Êtes-vous capable de manger tout seul? Parce que ça a des implications aussi sur certaines aides à la respiration dont vous aurez peut-être besoin d'un BiPAP, par exemple. Et il y a des tests. On veut savoir quelle est votre saturation en oxygène. Donc, il y a ce petit gadget qui me permet de mesurer votre saturation et on veut savoir quel est le niveau de dioxyde de carbone expiré. Généralement, on peut le faire, ça se fait facilement. Mais si j'ai un doute que vous avez un problème respiratoire, alors là, j'aurais besoin de regarder l'intérieur du poignet pour voir le niveau de dioxyde de carbone. Et si c'est trop élevé, il faudra faire quelque chose parce que c'est important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est regarder vos muscles respiratoires, la force, le pouvoir d'expulsion. Et nous allons utiliser ce spiromètre pour mesurer le débit et voir s'il y a des obstructions. Et ça, c'est un gadget assez intéressant. Ça permet de mettre un chiffre sur... Alors, je le prends et je tousse. Et là,
On voit jusqu'à quel niveau le petit marqueur rouge va monter. Alors, si vous êtes à 260 millilitres par minute ou moins, je vais m'inquiéter, c'est que vous n'avez pas suffisamment de force respiratoire pour dégager vos poumons. Ensuite, je vais demander à un inhalothérapeute de voir la profondeur des inspirations que vous pouvez prendre. On va mesurer vos capacités vitales, voir quelle profondeur de respiration vous êtes capable de prendre, le volume d'air que vous pouvez inspirer par seconde. Alors, voir si vous souffrez d'une maladie chronique obstructive des poumons ou d'asthme. Et il faudra peut-être également voir avec vous comment vous utilisez vos muscles. Avez-vous la force musculaire pour inhaler les médicaments? Si vous êtes sur une machine ou un équipement, comment faites-vous si vous n'avez pas suffisamment de capacité inspiratoire pour inspirer le médicament livré par la machine? Et je peux même, si j'ai encore des doutes, demander une étude du sommeil, soit à la maison ou en clinique. J'aime le faire comme test de dépistage, mais si je pense qu'il y a un problème, je vais travailler avec une diététiciste et on va essayer de voir avec quelle facilité vous pouvez déglutir. Même si on pense, et souvent on pense que si on avale correctement ou incorrectement, on va en être conscient. Pas nécessairement. Il y a des gens qui sont capables d'avaler, mais qui n'ont aucune idée que ce qu'ils avalent s'en va au poumon. Alors, si vous n'êtes pas capable d'avaler correctement, vous pourrez avoir des pneumonies d'aspiration, d'autres problèmes respiratoires, un affaissement des poumons, ce genre de choses. Ce n'est pas très jojo. Ensuite, je me dis, bon, comment ça va? Êtes-vous capable d'empêcher les infections pulmonaires? Est-ce que vous êtes en train d'éviter les facteurs de risque? Si vous êtes dans un environnement qui n'est pas bon pour votre santé, peut-être faudra-t-il que vous portiez un masque. Fumez-vous? Le tabagisme n'est pas bon. Alors, il faut voir le contrôle que vous avez sur vos muscles et d'avaler ou de respirer une matière organique brûlée, c'est loin d'être bon pour les poumons. Alors, éviter les infections, porter un masque, surtout durant cette pandémie de COVID, vous lavez les mains, conservez une distanciation physique et dites aux gens, si vous êtes malade, ben, venez pas me voir. Est-ce que vous faites vacciner? Avez-vous vos vaccins contre la grippe, contre le rhume, le pneumovaccin? Ce sont des choses qu'il faut prendre compte. Et autre chose très importante pour la santé pulmonaire, c'est de maintenir le volume pulmonaire. Si que je mesure et qu'on n'est pas dans les 80 à 120 de précision selon votre âge, votre sexe, votre race, je veux que vous commenciez à faire certains exercices. Par exemple, si vous avez un bras qui est faible, au niveau des articulations, il y aura une contraction, donc vous voudrez faire des exercices pour empêcher toute raideur. Même chose avec les poumons. Si vous n'êtes pas capable de respirer à fond, avec le temps, vos poumons deviendront plus petits. Vous aurez de la difficulté à inspirer profondément et vos muscles pulmonaires seront plus faibles. Donc, il faudra faire certains exercices. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, si je veux faire un exercice pour avoir une meilleure flexibilité, eh bien, je vais étirer mon articulation, étirer mon muscle. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la poitrine? Eh bien, je dois exercer une force externe
avec cet appareil où je prends une grande respiration et quand je ne peux plus respirer, je pousse de l'air vers l'intérieur pour étirer mon diaphragme au maximum. Alors, voici à quoi ça ressemble. La plupart de mes patients n'ont pas besoin des pinces pour le nez, mais je les utilise parce que je veux être sûre que l'air va à mes poumons et ne ressort pas par mon nez, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, alors, j'ai ce ballon, j'ai un grand tube et un gadget avec une valve anti-retour pour que l'air ne puisse pas revenir. Et lorsque je pousse l'air, il entre et ne peut pas ressortir. C'est très, très simple. Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors, je pousse de l'air et j'expire. Regardez bien ma poitrine et j'expire. Si je peux difficilement tousser, que je ne suis pas capable de prendre une grande inspiration, je peux aider ce ballon à m'aider pour tousser de façon plus efficace. Donc, c'est une façon géniale de travailler au niveau de l'expansion des parois de la poitrine ou du diaphragme pour stimuler les muscles à prendre plus d'ampleur et ça me donne des toux plus efficaces. Donc, parfois, ce n'est pas suffisant et il faut que je m'aide à tousser, soit moi-même ou que quelqu'un d'autre vienne m'aider. Et souvent, il va y avoir une inhalo qui va travailler là-dessus pour aider à montrer aux soignants et aux patients comment le faire manuellement. Certains réussissent à le faire tout seuls, certains. Alors, ça s'appelle un LVR. Moi, mes patients appellent ça leur cornemuse ou leur ballon de football ou leur ballon bleu. Mais parfois, c'est trop quand vous avez beaucoup de sécrétions. En passant, je recommande que les gens le fassent 4 fois par jour au moins, avant le déjeuner, avant le midi, avant le repas du soir et avant d'aller au lit. C'est un minimum. Et ça prend 2 minutes pour faire 5 inspirations pour maintenir la capacité volumétrique de la cage thoracique et de diminuer la perte de capacité respiratoire et maintenir une bonne paroi en santé. Rappelez-vous que si vos poumons fonctionnent bien, pour moi, c'est plus facile de prescrire des BiPAP, ce qui n'est pas invasif et que vous pourrez utiliser la nuit ou même le jour. Alors, cela va aider à faire les mouvements de respiration. Si ça, ce n'est pas suffisant, ce LVR, ou si c'est trop fatigant, ou ça ne fonctionne pas bien, alors on va recommander un appareil qu'on appelle le Comfesys en anglais, un tousseur, parce que ce n'est pas simplement une question de tousser, mais c'est d'établir davantage d'amplitude au niveau pulmonaire. Et moi, j'aime bien cet appareil parce que vous pouvez avoir 3 réglages différents. Un pour augmenter les voies respiratoires. Vous avez davantage de sécrétion, peut-être vous avez un rhume, peut-être ça ne va pas bien ce jour-là. Et le troisième, c'est quand on dit « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a pris le mauvais chemin, il faut que je me débarrasse de ça. » ou bon. L'autre chose importante, c'est qu'il faut garder une excellente hydratation, il faut boire suffisamment d'eau. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, les sécrétions au niveau des poumons peuvent devenir très sèches et encore plus difficiles à expulser. En plus d'utiliser cet appareil ou l'autre dont je vous parlais, qui pour assurer une bonne inflation des poumons,
pour pouvoir vous moucher, tousser, vous débarrasser de vos sécrétions ou simplement quand vous avez une infection pulmonaire. Et on peut, grâce à cet appareil, vous éviter à avoir à aller à l'hôpital. Ça peut vous empêcher de vous retrouver intubé aux soins intensifs pour vous aider à respirer. Et si vous utilisez cet appareil mécanique, vous allez, si jamais vous êtes obligé d'aller en ventilation à l'hôpital, vous permettra d'en sortir plus tôt. Et on a vu au fil du temps que cet appareil permet d'éviter l'hôpital, permet d'éviter des infections pulmonaires ou du moins d'avoir des infections graves. Et ils ont toujours un inhalothérapeute qu'ils peuvent appeler pour avoir de l'aide et des conseils. Et surtout au cours de cette pandémie, vous voulez rester hors de l'hôpital. Mais si vous avez à y aller, c'est bien d'apporter tout votre équipement, votre sac bleu, votre BiPAP, ou même tout autre équipement qui pourrait vous être donné par l'inhalothérapeute. Ce n'est pas tout le monde aux soins intensifs, en respirologie ou en médecine d'urgence ou en médecine interne qui a été formé ou qui ont même de l'expérience avec les gens souffrant de maladies neuromusculaires. Donc, si vous devez aller à l'hôpital, n'oubliez pas d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui pourra parler pour vous. Bon, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est demander à Pierre de venir nous parler de son expérience au niveau des maladies neuromusculaires, la respiration, la toux et tout cela. Merci, Dr. Janice. Donc, je vais vous parler un peu de moi avant de commencer à entrer dans les détails. Alors, je suis Pierre Farage. Je souffre de dystrophie musculaire. Et vous savez tous, avec la dystrophie musculaire, il y a une faiblesse musculaire qui touche bien sûr la respiration et la capacité à tousser. Donc, il y a trois choses. Et j'ai dit à Janice que j'allais parler des trois. J'utilise un BiPAP. Donc, quand je dors, le BiPAP respire pour moi, de sorte que je me repose bien, je me lève frais et dispo. Avant d'utiliser cette machine, c'était très difficile pour moi. Je me réveillais, je n'étais pas bien. Donc, ce BiPAP m'aide beaucoup. Et le fameux sac bleu dont le docteur Janice parlait, je l'utilisais avant, mais maintenant, j'utilise l'autre appareil, le Comfasys, et il y a différentes personnes qui m'aident. Bon, bien sûr, chaque personne avec le sac poussait le sac de façon différente. Ce n'était jamais la même chose. Tandis qu'avec la nouvelle machine, ça va mieux parce qu'il y a toujours la même quantité d'air qui est insufflée à chaque fois. Et j'ai également un appareil buccal qui aide à différents niveaux, qui aide à l'expansion pulmonaire, mais parfois qui va vous aider quand vous avez besoin d'expulser de l'air et que vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. Ma santé respiratoire, je vais continuer à expliquer ce que je fais suite au conseil de la Dr. Janice. Les vaccins contre le rhume, vaccins contre la grippe, tous les vaccins, je m'assure de les avoir. Et c'est assez difficile pour moi de respirer que je ne veux pas avoir des obstacles comme le tabagisme pour me poser des problèmes. Donc, je ne fume pas. Le contrôle des infections, vous savez, vous avez un copain, un ami, votre meilleur ami, des membres de la famille. S'ils ne vont juste pas bien, je n'hésite pas à leur dire que je ne veux pas qu'ils viennent, surtout avec cette pandémie, c'est encore plus difficile.
J'ai une nièce de 4 ans, j'ai des neveux. C'est pas évident avec des enfants parce qu'ils ne sont jamais à 100% au niveau santé, donc c'est difficile, mais ça aide de ne pas les voir quand ils sont malades. Et si vous avez un plan, si vous avez des inquiétudes, des soucis, c'est bien d'avoir un médecin, un inhalothérapeute, quelqu'un que vous pouvez appeler, que vous pouvez contacter, parce que avec le diagnostic qu'on a, les muscles s'affaiblissent, ça nous affecte aussi mentalement. C'est donc bien d'avoir un appui, que vous ayez quelqu'un vers qui vous tournez quand vous avez besoin d'aide. Mais souvent, c'est de petites choses, mais on en fait une montagne. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un que l'on peut contacter, qui va vous dire, ouais, c'est sûr que c'est un souci, mais c'est pas la fin du monde. Ce que je pense qui est très important également, c'est de s'assurer que toutes ces machines, ces appareils d'exercice soient utilisés régulièrement. C'est très facile d'oublier. Donc, c'est bien d'avoir des petits rappels, des trucs qui vous rappellent quand utiliser chacune de ces machines, que ce soit le sac bleu ou d'autres appareils. Il faut le faire de façon constante. Ça aide beaucoup. Quoi d'autre? Je peux vous montrer avec la machine, parce que vous savez, je faiblis de plus en plus, donc voici ma mère. Elle va m'aider avec l'appareil respiratoire. Vous allez entendre la machine. La première fois que vous l'entendez, c'est un peu bizarre, je vous l'avoue. OK, c'est la première fois que je l'ai fait c'est la devant première fois un que je le public. fais avec un Mais auditoire. maintenant, comme vous pouvez voir, ma voix est plus forte. Alors, Je suis capable de faire des phrases complètes je suis par capable de faire position, des 3 ou 4 phrases mots, complètes. d'arrêter. Donc, c'est bien pour ça. C'est bien aussi, ça vous donne une bouffée d'air frais et ça permet de prendre plus d'expansion au niveau des poumons. Je n'ai pas faim avec ça, je n'ai pas soif, pardon. Vous entendez l'eau. Donc, si je suis obligée d'aller à l'hôpital, j'espère que non, mais vous devez éduquer tout le monde parce que les gens ont chacun leur façon de faire, ils ont leurs règles. Et il faut que vous expliquiez ce que vous avez, quelle est votre condition physique. Souvent, il y a 2 ans et demi, j'ai dû y aller pour une pneumonie et j'avais tous mes outils, le BiPAP, puis le ballon, et le ventilateur. Et ils voulaient que je fasse la machine à respirer, mais ils voulaient aussi faire une compression pulmonaire pour aider les sécrétions à sortir de ma poitrine. Je dis non, non, ne faites pas ça, je vous en prie. Mais même à ça, ça ne va pas aider. Parce que vous pourriez me fracturer les côtes et ça va créer juste plus de problèmes. Et je ne serai plus capable de prendre de profondes inspirations. Alors, si vous allez à l'hôpital, assurez-vous de bien faire attention
parce que déjà une inhalothérapeute qui a déjà essayé de mettre un oreiller sur ma poitrine et m'a dit, c'est ce que je fais habituellement. Et là, on a entendu un crack. Alors, j'ai dit, non, on ne fera pas ça. Donc, c'est très important. On est tous différents les uns des autres. Alors, il faut leur expliquer pour s'assurer que tout est beau. Et c'est facile à faire, c'est facile à apprendre. I'd like to add on to what Pierre said, especially during this pandemic, because using lung volume recruitment, the LVR bagger, using the... Bon, d'utiliser l'aide à la toux et les BIPAP, ce sont tous des dispositifs médicaux qui génèrent des aérosols, ce qui signifie qu'il y a un potentiel d'envoyer le COVID-19 si vous avez le COVID-19. Alors, il y a une potentiel de le répandre. Alors, en ce moment, tous les hôpitaux, toutes les salles d'urgence ont très peur d'avoir des gens qui utilisent leur équipement respiratoire dans la salle d'urgence à cause du risque de répandre le COVID. Et ce n'est pas tout le monde qui va comprendre que d'avoir une maladie neuromusculaire qui exige, bon, l'aide pour tousser ou le BIPAP ou la ventilation par arrêt buccal ou des BIPAP durant le jour, c'est pas une option pour eux. C'est pas comme si vous aviez de l'apnée du sommeil et que vous allez être correct si vous... Non, vous ne pouvez pas survivre sans votre équipement. Et si vous ne faites pas vos exercices de tout, bon, avec les appareils ou les machines, si vous n'avez pas votre BIPAP, vous n'allez pas respirer, vous n'allez pas tousser et vous allez juste rendre les gens encore plus malades. Alors, c'est très important de prendre votre équipement avec vous et d'insister de pouvoir vous en servir. Ne pas respirer, là, c'est pas une option. Là. Non, mon proverbe numéro 1, c'est la respiration, c'est pas une option. Tant que vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, vous devez respirer. Tous les jours, 8 jours, lorsque vous dormez, lorsque vous réveillez. La respiration n'est pas une option. Et surtout, si vous devez aller à l'hôpital, peut-être que c'est une très bonne idée de téléphoner d'avance pour que votre médecin ou votre neurothérapeute téléphone à l'hôpital d'avance. Et il faut vraiment, si vraiment vous devez aller à l'hôpital, il y a peut-être moyen de faire un triage pour envoyer directement à un lit d'hôpital, bon, s'il y a des lits disponibles, plutôt que d'être obligé d'aller à la salle d'urgence et d'attendre là. Bien sûr, idéalement, si vous êtes proactif et que vous commencez le traitement tout de suite, bon, moi, mon espoir, c'est toujours que l'hospitalisation peut être évitée, mais parfois, ce n'est pas évitable. Et même si vous faites tout ce que vous le pouvez à la maison, bon, vous avez besoin d'un antibiotique intraveineux ou de ventilation supplémentaire, vous avez besoin de l'aide supplémentaire pour vous aider à respirer et tousser. Et peut-être que vous devrez aller à l'hôpital pour une raison complètement sans rapport avec la pneumonie ou la respiration. Peut-être que c'est quelque chose d'autre. Bon, la vésicule biliaire, problème de rein, quelque chose comme ça. Alors, gardez en tête, vous connaissez vous-même, vous devez vous connaître. Amenez votre équipement et ayez quelqu'un pour vous défendre. Si vous n'avez pas un défenseur de votre santé, amenez un numéro de téléphone de votre spécialiste en soins respiratoires et dites à l'interniste ou le médecin de l'urgence, téléphonez à mon spécialiste. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Yeah? Oh, ah oui. Sachez d'avance qu'est-ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Si vous savez que, bon, si les choses vont vraiment mal, votre respiration devient difficile et que ça ne vous dérange pas d'aller dans les soins intensifs, et ça ne vous dérange pas d'être intubé, ça ne vous dérange pas d'avoir une trachéotomie et d'être sur la ventilation invasive, sachez d'avance quels sont vos désirs si jamais les choses empiraient. Et il faut que ça soit écrit quelque part. Bon, que votre médecin familial, votre spécialiste le sache. Et assurez-vous que votre défenseur de la santé
puisse parler pour vous avec votre voix. Si jamais vous n'êtes pas capable de parler pour défendre vos droits, exprimer vos préférences et vos désirs. Et assurez-vous que, bon, si vous ne voulez pas être intubé ou avoir une trachéotomie, que ça aussi, ça soit bien clair. Parce que moi, j'ai des patients qui sont arrivés, bon, pour la pneumonie, à l'urgence, et l'anesthésiste arrivait pour les... Bon, parce qu'ils espèrent avoir une trachéostomie, et le gars était là. J'en veux pas une trachéostomie, là. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, et que ça soit écrit. Et sinon, que vous ayez quelqu'un pour vous défendre, qui puisse parler pour vous lorsque vous n'êtes plus capable de vous défendre. Y a-t-il autre chose que tu voudrais rajouter, Pierre? Non, rien. C'est très important, ce que vous avez dit en terminant. Il faut savoir ce que vous voulez et assurez-vous que soit vous pouvez le communiquer ou que quelqu'un puisse le communiquer pour vous. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Janice Richmond-Eisenstadt. Et je vois des questions, alors peut-être qu'on pourrait passer aux questions. Y a-t-il des conseils pour les spasmes laryngaux? Bon, se noyer dans le sec, en anglais dry drowning. Est-ce que c'est les spasmes laryngaux qui se produisent dans le contexte de l'avalement ou de la nourriture ou des breuvages? Et ensuite, ça déclenche les spasmes du larynx, ou est-ce que c'est juste comme ça, là, les spasmes du larynx? Si c'est quelque chose qui est déclenché par l'avalement anormal de liquide ou de solide, eh bien, moi, je recommande que vous fassiez des exercices de volume respiratoire avant de manger, avaler de façon sécuritaire, pas de distraction, toutes les recommandations que votre spécialiste en soins respiratoires vous aura déjà données. Il faut avoir une évaluation formelle par un ORL et un orthophoniste. Il y a des trucs qu'on peut utiliser pour faire cesser les spasmes laryngaux avec ça ou en respirant par le nez. Le plus important, bien entendu, mais les spasmes laryngaux peuvent être très épeurants. Si c'est quelque chose qui est déclenché par la nourriture, les breuvages, c'est peut-être un bon moment que votre avalement soit réévalué, et de considérer des alternatives à l'alimentation par la bouche. Alors, les alternatives, en d'autres mots, d'avoir un tube entéral, ça ne veut pas nécessairement dire que vous arrêtez de faire des choses agréables avec votre bouche pour manger, goûter. Mais ce qui est bien, c'est que le tube d'alimentation peut faire des choses qui sont du travail. Bon, le travail de s'assurer qu'on est bien hydraté, le travail de s'assurer qu'on a assez de nutrition, le travail d'avaler ces pilules-là. Bon, si j'avais un tube entéral, un tube d'alimentation, et que j'étais capable d'avaler, je l'utiliserais pour manger des pilules. Et lorsque vous avez un tube, c'est encore possible de goûter la nourriture, d'avoir du plaisir avec la nourriture. C'est des choses à discuter avec votre spécialiste. Et si vous avez de l'aide pour le tout, si quelque chose va mal, quelque chose qui potentiellement, une situation qui potentiellement pourrait déclencher des spasmes du larynx, vous avez l'aide pour immédiatement d'enlever cet irritant et de vous aider à continuer votre journée. Pour ce qui est des spasmes du larynx, oui, il y a des trucs pour gérer cela. La meilleure chose à faire, c'est de les éviter. Éviter les déclencheurs pour vos spasmes du larynx. Et ça va peut-être exiger une évaluation formelle par un pathologue, un ORL, un pathologue pour la parole. Est-ce qu'une machine peut être utilisée pour agrandir nos poumons et où est-ce qu'on va chercher le LVR ou le Blue Bag? Bonne question, absolument. Le Cough Assist peut être utilisé pour le recrutement du volume respiratoire ou le breath stacking. Mais aussi, on peut mettre la pression positive parce que le sac de recrutement du volume, le Cough Assist, on peut avoir une pression négative et le Cough Assist peut être utilisé
pour étirer les parois du torse et ouvrir vos poumons. Et comme Pierre l'a mentionné, le Cough Assist l'aide à tout. C'est plus facile à utiliser pour les soignants et du point de vue de la personne qui a le traitement, c'est un traitement plus homogène. Alors, qui que soit la personne qui traite, tant que le seau est bien scellé autour du visage, vous allez avoir le même traitement, vous allez avoir la même intensité de thérapie, qui que ce soit le soignant qui vous donne les soins. Alors oui, l'aide pour l'atout peut être utilisée pour le LVR. Bon, peut-être que je pourrais poser la question suivante concernant le Cough Assist. Est-ce que le patient essaie de tousser ou est-ce que c'est la machine qui le fait tousser? Deux choses. Si vous êtes capable de tousser, vous pouvez coordonner la machine pour augmenter ce que vous êtes capable de tousser, soit parce que vous faites vous-même, bon, avec le thérapeute, bon, votre soignant qui dit OK, là, bon, vous pouvez le voir, vous pouvez le surveiller sur l'écran lorsqu'il passe vers la mode d'expirer. Vous pouvez tousser avec pour l'aider ou votre soignant peut vous donner de l'aide manuelle si vous n'êtes pas capable de tousser avec la machine sur le cycle d'expiration. Votre soignant ou vous-même, vous pouvez vous donner une aide manuelle pour augmenter l'intensité ou la force de l'expiration pour avoir une toux plus efficace. Je viens de me rendre compte, je n'ai pas obtenu la question où est-ce qu'on obtient ceci. Ça, le Blue Bag, généralement, c'est la compagnie d'oxygène, généralement, qui le fournit. Ça s'appelle un Log Volume Recruitment Apparatus, un dispositif pour augmenter le volume des poumons. Ça coûte de 65 à 85 $. C'est couvert, si vous êtes en Alberta, c'est couvert par AISH, et je présumerais que c'est couvert par des agences similaires dans d'autres provinces tant que vous avez une prescription du médecin, mais c'est quelque chose. Il ne suffit pas de le prendre comme ça sans servir seul. Vous devriez avoir un spécialiste en soins respiratoires ou un physiothérapeute qui vous enseigne comment vous en servir. Il y a un excellent site web, Canvent, qui a des vidéos, de même que des présentations PowerPoint sur comment utiliser effectivement ce dispositif. Le Cough Assist, l'aide à la toux, coûte beaucoup plus cher. C'est une machine un gadget beaucoup plus compliqué. C'est environ 4 500 à 5 000 $. C'est couvert dans 5 provinces. Ce n'est pas couvert en Alberta. Heureusement, pour Dystrophie musculaire Canada et leur subvention pour l'équipement, nos patients ici en Alberta peuvent obtenir le Cough Assist, l'aide à la toux, le dispositif d'aide à la toux, peuvent se le faire payer par la subvention d'équipement de la Dystrophie musculaire Canada, mais ça coûte seulement 3 000 et ensuite, vous pouvez utiliser, si vous avez des fonds indépendants, vous pouvez demander à d'autres agences pour compenser pour la différence de prix, mais c'est quelque chose qui, selon moi, bon, le dispositif mécanique, ça vaut son pesant d'or. Primo, parce que ça marche. Secundo, ça garde les gens hors des hôpitaux. Et la question de l'hôpital, bon, quelqu'un qui a une infection pulmonaire, vous n'allez pas là pour 1 ou 2 jours. Si vous avez une infection pulmonaire, vous êtes là de 7 jours à 3 semaines, ce qui couvre. Bon, ça coûte beaucoup plus cher que la machine pour l'aide à la toux. Si vous calculez, bon, le prix d'un lit, 2 jours à l'hôpital couvre le prix d'une machine pour aider à tousser. Si je pourrais dire quelque chose, désolé, je ne vais pas t'interrompre. Non, vas-y, s'il te plaît. Les 3 machines que j'utilise entre, bon, le BiPAP, le Cough Assist et le ventilateur par la bouche. Le Cough Assist est probablement le meilleur, celui qui aide le dispositif mécanique d'aide à la toux. Bon, ils ont tous des buts différents, là, des avantages différents, mais celui qui aide à tousser, la machine pour aider à tousser, dans les situations d'urgence, c'est ça votre ange gardien, cette machine-là. Si vous avez des difficultés, bon, quelque chose est descendu dans le mauvais tuyau, bon, l'aide à la toux, cette machine-là va vraiment vous aider à la faire sortir. Et bon, ça coûte très cher, là. Mais Dieu merci pour Dystrophie musculaire Canada, parce que c'est une petite pub en passant, là, parce que ça a bien aidé. Ils ont bien aidé. À cause du financement, ça m'a permis d'avoir cette machine d'aide à la toux. Et ça a été bon, un don de Dieu, honnêtement. Et Pierre,
est-ce que tu es prêt à partager? C'est quand la dernière fois que tu étais à l'hôpital? Ça fait combien de temps que tu étais à l'hôpital? Ça, c'était janvier 2018. Et j'ai été là pour 2 semaines à cause de pneumonie. Alors, en 3 ans presque sans aller à l'hôpital, ce qui est phénoménal. Pensez juste, oubliez le coût de la machine pour aider à tousser. Le coût, le coût de rester hors de l'hôpital, ça, c'est un coût, c'est incroyable, comme l'annonce de Mastercard, c'est sans prix. Une question que je vois ici, ça a rapport avec la prévention ou d'être proactif. Alors, est-ce qu'on devrait s'acheter le sac bleu ou une machine d'aide à tout pour garder leur poumon en santé? Bon, mettons un individu qui a une maladie neuromusculaire, qui n'a pas encore de troubles respiratoires en ce moment. Est-ce que ça pourrait être utilisé proactivement? Moi, je donne des ordonnances pour le recrutement bon, le sac bleu, là, le bagger. C'est quoi la capacité vitale? C'est quoi la grandeur des respirations? Est-ce que c'est 100% réduit pour votre taille, poids, genre, âge et ethnicité, ou est-ce que ça diminue le volume respiratoire? Si le volume respiratoire diminue, oui, absolument, commencez. Moi, je commencerai ces exercices-là. Même si vous avez, si quelqu'un a un volume des poumons normaux, bon, qui sont capables d'inspirer seuls, mais qui sont à risque pour l'étouffement parce que les muscles qui font l'avalement subissent l'impact de la maladie neuromusculaire. Moi, je leur commence tout de suite sur les exercices de recrutement du volume des poumons. Il y a des études dans la SLA qui disent que, d'une certaine façon, le bagger pour le volume des poumons, ça aide à avaler. Ils ne savent pas pourquoi exactement, mais suite aux études faites par Stuart Cleary, que oui, l'avalement est plus efficace. Alors, l'avalement est à risque. L'étouffement, si l'étouffement est une réelle possibilité, absolument, oui. Moi, je veux que vous commenciez vos exercices et je vous ai qu'il y ait un plan d'action pour savoir quoi faire pour vous étouffer. Je veux que vos soignants sachent quoi faire. Je veux que vous sachiez quoi faire. Oui, ça fait une énorme différence, primo, pour que vous soyez proactif et en santé et que vous évitiez les crises. Mais l'autre chose aussi, c'est que même si c'est inconfortable pour vous, vous avez l'impression que vous étouffez, que vous n'êtes pas capable de prendre une profonde respiration, c'est aussi très difficile pour les gens qui vous aiment de voir quelqu'un qui s'étouffe ou qui a de la difficulté à respirer profondément et d'être capable d'aider quelqu'un. C'est aussi important que d'être soi-même aidé. Merci beaucoup. Une autre question à propos de l'approche préventive ou proactive. L'individu parle de leur fils, 12 ans, ambulatoire. Il se demandait si des exercices comme le breath stacking devraient être commencés. Breath stacking, empiler les respirations 4 fois par jour. Est-ce qu'on devrait le commencer avant que les problèmes commencent? Une fois de plus, un rapport avec les spécialistes en soins respiratoires pour leur état respiratoire. Est-ce qu'ils sont à risque pour l'étouffement? Est-ce qu'ils sont à risque pour des problèmes d'avalement? Et ça pourrait être que, bon, durant les exercices de reculement de volume de poumon 2 fois par jour, c'est suffisant pour quelqu'un comme ça? On ne sait pas vraiment. Je sais que si quelqu'un est à risque, bon, à cause d'un faible volume des poumons, d'avoir un étouffement ou quelque chose qui va dans le mauvais tuyau, bon, d'avoir des gros problèmes. Bon, 2 minutes de grande respiration, 5 respirations maximales avant de prendre un repas. Ça, c'est facile. Parfois, certaines personnes que je surveille, bon, ils font 2 fois par jour et ça va bien, mais lorsqu'ils commencent à tomber malades, ils font 4 fois par jour. Ils sont très malades, ils vont le faire 10, 20 fois par jour. Et ça, c'est pour aider à toucher. Mais certaines personnes comme vous, comme Pierre vient de démontrer, vous pouvez utiliser le breath stacking, soit par le sac, soit par l'aide à toucher ou par la ventilation par la bouche. Vous pouvez le faire assez pour être capable de parler. Moi, j'aime bien ça parler. Si je manquais d'air, je ne serais pas heureux. Alors, je déteste ça que mes patients ne sont pas capables de parler parce qu'ils n'ont pas assez d'air. Pour eux, de manquer de respiration, ne pas avoir la capacité de me dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils veulent me communiquer. Bon, le Cough Assist, c'est quoi les configurations pour la machine pour l'aide à la toux?
Bon, ces configurations, ça, c'est encore relativement nouveau comme concept, là. Pour le soin respiratoire, pour les maladies neuromusculaires, surtout que les machines qui existent en ce moment sont une machine très complexe avec toutes sortes de fonctionnalités. Non seulement ce que je peux configurer, en tout cas, je peux ajouter l'expiration, l'inspiration, le temps d'expiration, le temps d'expiration. Si vous ne pouvez pas déclencher l'atout, je peux que la machine, que je peux programmer la machine pour qu'elle donne la respiration. Je peux aussi que je m'arranger pour que la machine fasse de la physiothérapie des poumons. Je peux avoir une fonction d'oscillation. Je peux fixer l'intensité des oscillations, l'amplitude, la fréquence. Je peux la fixer pour l'inspiration et l'expiration. Alors, c'est pas juste quel chiffre est-ce que je sors comme ça. C'est quelque chose que je dois définir avec vous pour voir quelles sont les meilleures configurations pour vous. Est-ce que c'est quelque chose de flambant neuf pour vous? Parce que si moi, tout de suite, je vous donne les configurations selon les livres de sciences de plus, vous n'avez jamais fait de recrutement de volume des poumons, vous allez faire comme la plupart des gens dans les hôpitaux. Ils disent « Wow, mon Dieu, c'est détestable, je ne veux pas faire ça. » Alors, il faut faire tout comme on s'habitue au BiPAP, trouver les bons masques, le bon flux, la bonne pression. Il faut trouver les bonnes configurations pour l'aide à l'atout, le Cough Assist, cette machine-là. Et au départ, lorsque vous commencez, peut-être que je vais avoir 3 configurations pour tester. Et alors que le temps avance et que vous habituez à l'aide à l'atout, peut-être que je vais avoir ajusté cela. Alors, le numéro 3 devient le 1 et maintenant, je dois rajouter d'autres configurations. Alors, ce n'est pas quelque chose que je peux sortir de l'air comme ça. J'ai une présentation PowerPoint sur comment déterminer ces configurations-là de machines pour aider à l'atout. Ça me fait plaisir de les partager avec vous. Ou si un spécialiste en soins respiratoires voudrait avoir une conférence spécifiquement sur comment préparer ces machines-là, comment déterminer ces configurations-là, ça me fera plaisir de faire cette présentation-là. Merci. Dernière question. Je vais demander à ma collègue Véronique. Elle va lire la dernière question. Vas-y, Véronique. Oui, parfait. Alors, on a une question ici. L'utilisation du RVP pour les risques d'étouffement sont utiles avant de manger, seulement en prévention ou bien pour aider à dégager aussi si ça arrive? Et y a-t-il également des risques de pousser les aliments un peu plus loin en tentant le RVP? Excellente question. La raison pour laquelle je recommande avant, ça devrait être fait en 30 minutes environ avant de manger. Parce que l'effet du recrutement du volume des poumons dure seulement de 60 à 90 minutes. Mais si vous y pensez, je vais vous montrer, si moi, je suis sur le point de manger et que je suis comme, bon, mes poumons sont un peu écrasés, je ne vais pas être capable de tousser s'il y a quelque chose qui tombe dans le mauvais trou. Alors, si je fais mon recrutement du volume des poumons, bon, mes poumons sont à un nouveau point. Je ne vais pas me sentir aussi plein, aussi rapidement, et je vais avoir plus d'air si jamais quelque chose va mal. On recommande de ne pas le faire après, en tout cas pas avant 1 heure après le repas, à cause du risque d'aspiration de reflux. Toutefois, si quelque chose est passé dans le mauvais tuyau et que vous ne l'étouffez pas absolument, utilisez ceci comme une méthode pour sortir d'une série d'étouffements. Ça pose une bonne question. Si moi, je m'étouffe sur la nourriture, est-ce que ça va aller plus creux? Est-ce que ça va le pousser plus creux? Oui, mais pensez-y. Moi, j'ai une capacité normale de prendre l'inspiration et de tousser. C'est quoi la première chose que moi je fais lorsque moi je m'étouffe? La première chose que je vais faire, c'est prendre une profonde respiration et oui, peut-être que ça va tirer cet obstacle-là, le morceau de nourriture un peu plus creux, mais la plupart de l'air va passer autour, aller derrière l'obstacle, augmenter la taille du poumon et là, je vais avoir plus d'air pour être capable de l'expulser en toussant. Alors, le réflexe naturel, la réaction naturelle lorsqu'on s'étouffe, c'est de prendre une profonde respiration. Lorsque vous avez une maladie neuromusculaire, vous n'êtes pas capable de prendre cette profonde respiration-là. Alors, c'est là où le bagger arrive. Et la même chose avec l'aide à l'atout.
La machine de l'atout, le Cough Assist, va peut-être pousser cet objet-là qui vous étouffe un petit peu plus creux, mais ça va leur sortir. La plupart de l'air qui est poussé dans les poumons va aller derrière, autour de l'obstacle qui cause l'étouffement, et ensuite, il va y avoir de l'air pour faire ressortir ce qui vous fait étouffer. Et il y a même un bouton sur l'urgence, en tout cas sur ma machine. C'est comme un aspirateur. Vous le mettez sur votre visage et ça fait rentrer de l'air. Ensuite, ça sort un peu comme un aspirateur. Alors, avoir cette configuration-là aussi peut vous aider. Et la machine a une interface très conviviale. Bien, je voudrais remercier le docteur Janet et Pierre pour une conférence très pratique et d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Je voudrais répéter ce que Pierre a dit, d'avoir ce plan de soins d'urgence, c'est important. On a un webinaire cet été sur comment préparer un plan de soins d'urgence. On a des cartes d'alerte que vous pouvez télécharger et je vais inclure cette information-là. Alors, merci beaucoup, Dr. Janet, pour votre appui et je vous invite tous à aller à notre prochaine séance sur l'équilibre et les chutes, la santé vestibulaire et les maladies neuromusculaires. Alors, merci à tous et on se voit de nouveau bientôt. Merci.